Les 24 heures qui ont changé l'histoire du crime organisé, les gars. Est-ce que ça vous hype, cette histoire? En plus, on l'aime beaucoup, Micode. Pendant des décennies, les policiers étaient presque aveugles face au crime organisé. Pour percer les secrets des réseaux criminels, ils pouvaient recruter des informateurs ou faire parler des criminels repentis. Mais dans le fond, tout ça ne leur donnait qu'une vague idée de ce qui se passait. Ils restaient dans le brouillard. Cependant, en 2019, le FBI lance une opération secrète qui va changer la donne. Ils créent un téléphone chiffré qu'ils appellent Anom et qu'ils utilisent pour tendre un piège aux trafiquants de drogue. Pendant 2 ans, ils accumulent les preuves, croisent leurs sources, préparent des mandats d'arrêt et le 7 juin 2021, Maintenant, c'est vrai, ils font, je sais pas si c'est ça, mais ils font un téléphone. Les policiers, maintenant, ils ont une technique, ils arrivent à copier l'interface, à dupliquer ton téléphone à distance. Ça veut dire, ils dupliquent l'interface. C'est plus sur écoute, c'est juste en même temps que toi, ils voient ce que tu reçois, ce que tu appelles, les messages, ils dupliquent ton téléphone. Là, ils viennent de péter du monde, là, il y a pas longtemps, avec cette technique. ça y est, ils sont prêts. This investigation, called Operation Trojan Shield. Operation Trojan Shield. Pendant près de 24 heures, 10 000 policiers vont mener des arrestations simultanées partout dans le monde. Oh. C'est la plus grande opération policière Incroyable. jamais réalisée en une journée. Pour vous raconter cette histoire, on s'est appuyé sur le travail du journaliste Joseph Cox, mais on a également arpenté l'Europe pour interviewer les enquêteurs impliqués dans cette affaire. La police judiciaire française, la police suédoise, même Europol ont accepté de nous révéler les coulisses de cette opération historique. Vous vous rendez compte, les gars? 24 heures, ils ont tapé dans le monde entier en même temps. Incroyable. Au cœur de cette machination, il y a d'abord un homme, un trafiquant serbe. Sans le savoir, ce dernier va servir les plans du FBI et contribuer à faire de l'opération Anom une réussite totale. Il s'appelait Maximilian Rifkin. C'était un trafiquant originaire du sud de la Suède. Dans le milieu, tout le monde l'appelle Microsoft. En 2020, il s'est imposé en Suède comme un roi de la contrebande. Il a compris que sur le marché de la cocaïne, il y a des activités qui ne rapportent rien et d'autres énormément. La production, par exemple, ça rapporte pas. En Colombie, les paysans qui plantent en tirent une misère. À l'autre bout de la chaîne, la vente au détail, ça rapporte rien non plus. Les petits dealers, ils gagnent pas grand-chose. En réalité, toute la valeur se trouve au milieu, dans le transport et le franchissement des frontières. C'est la partie la plus risquée et donc la plus rémunératrice. Du coup, c'est ce que Microsoft a décidé de faire. Il cherchait constamment à se faire de l'argent, et par tous les moyens possibles. Un jour, il importe de la coke en chalutier par la mer du Nord. Un autre, il utilise des camions depuis Anvers ou l'Espagne. Selon les itinéraires, il est capable de s'associer avec les pires crapus. As-tu, hein? Il a l'air pas mal, ce documentaire, hein? Putain. Des Albanais, des motards, des Hells Angels ou encore avec des Colombiens. T'imagines Albanais, Colombiens, Hells Angels. Microsoft aimerait gagner beaucoup plus pour pouvoir devenir un vrai baron de la drogue. C'est alors qu'il découvre une start-up de téléphone chiffré qui s'appelle Anom. L'entreprise fonctionne selon un système de vente multiniveau. Une sorte de pyramide où chaque vendeur peut recruter d'autres vendeurs et toucher des commissions sur leurs ventes. Et du coup, Microsoft y voit une opportunité en or. Il se dit que s'il arrive à bien se positionner, il pourrait générer une fortune. Il part alors à Istanbul rencontrer le trafiquant au sommet de la pyramide. Là-bas, il lui fait étalage de son CV criminel et il obtient une place de choix. Il se fait nommer revendeur en chef des téléphones en Europe. Microsoft fait alors feu de tout bois. Il se met à vendre des téléphones à ses associés, à ses sous-traitants, à tout le monde. C'est une dinguerie. Il l'utilise pour piloter toutes ses opérations de contrebande. Il pense que Anom va propulser sa carrière, mais ce qu'il ne voit pas, c'est qu'en réalité, il sert les plans du FBI. En répandant ses téléphones espions, il est en train de sceller son destin et celui de centaines d'autres criminels. Tous les téléphones, ils étaient contaminés. De fait, grâce à l'action de Microsoft et des autres distributeurs, les téléphones Anom se répandent comme une traînée de poudre. Semaine après semaine, le FBI collecte toujours plus de renseignements, fait des analyses et transmet les infos aux polices locales. À l'époque, j'étais le chef de la division nationale du crime des Pays-Bas.
Et nous travaillons en étroite collaboration avec le FBI. D'habitude, on recevait des pistes ou des indices d'un pays sur du trafic de drogue, par exemple. Mais soudain, nous recevions des informations extrêmement détaillées sur des affaires très précises. On a compris alors que quelque chose se préparait. Mais le FBI a un problème. Ils ont des capacités de traduction limitées et le flux d'informations augmente tellement vite qu'ils n'arrivent pas à suivre le rythme. Pour vous donner un exemple, parfois les criminels parlent de pommes. Les pommes, ce sont en fait des grenades en suédois. Mais c'est très difficile avec un programme de traduction de comprendre que la pomme est une grenade. On dit les citrons. Par exemple, qu'un lapin équivaut à 1 million de couronnes suédoises. Les Américains décident donc de partager Anom avec 3 pays. Les Américains nous ont approchés et ont demandé si nous étions prêts à rejoindre une opération vraiment sensible. On s'est vite dit que c'était sans doute une occasion unique et qu'elle ne se représenterait pas dans notre carrière. Il faut bien comprendre que contrôler les communications des criminels, c'est contrôler toutes leurs opérations. Donc nous avions tous le sourire parce que nous avions toujours une longueur d'avance. Mais quand les Suédois commencent à mettre le nez dans les messages d'Anom, ils découvrent des messages inquiétants. Il semblerait que Microsoft soit en train de planifier des meurtres dans toute l'Europe. En fait, Microsoft avait avancé de l'argent à beaucoup de monde, à des associés, à des complices, et il se trouve que tous ces gens tardaient à rembourser. Du coup, il avait pris une décision radicale. Il avait décrété que c'en était trop. Et il avait dressé une liste de cibles à abattre. Unfortunately, we also have to be violent so that people understand that we do what we say. We'll use the Mexican method on everyone. En voyant ça, les Suédois sont atterrés. Ils se disent que s'ils ne font rien, c'est comme s'ils étaient complices. Ils vont se retrouver avec du sang sur les mains. Mais en même temps, ils ne peuvent pas l'arrêter parce que Microsoft n'est plus en Suède. Nous savions depuis le début que tant qu'il était en Turquie, il resterait hors de portée. Si tu achètes un bien en Turquie à plus de 200 000 euros, on te donne la nationalité. Et quand tu as la nationalité, on ne peut plus t'extrader de la Turquie, par exemple. Microsoft a aménagé à Istanbul. Et en plus de ça, c'est pas n'importe quel criminel, c'est le premier promoteur d'Anom en Europe. Les Américains comptent sur lui pour répandre Anom sur le continent. Ils en ont besoin. Du coup, les Suédois essayent d'imaginer un autre plan pour le neutraliser. Ils pourraient par exemple perturber son business pour le détourner de son obsession meurtrière. Comme Microsoft pilote toutes ses opérations à distance, ils partagent tout sur Anom. Donc les policiers peuvent savoir très précisément quand et où passe la contrebande. Ils décident de taper là où ça fait mal. Ils vont orchestrer des interceptions de drogue. En janvier 2021, Microsoft envoie en Suède un camion rempli d'amphétamine en provenance des Pays-Bas. Il est intercepté par les douanes à la frontière. 2 semaines plus tard, il affrète un camion espagnol rempli de coke. Cette fois, le camion est arrêté par la police suédoise. En février, il fait larguer de la drogue au large de Hong Kong. Un bateau de pêche est censé la récupérer. Par contre, c'est abusé ce trafiquant, les gars. Hong Kong, Göteborg, Espagne. Là, on parle de gros poissons, comme on dit dans le jargon de l'eau fast. Putain. Mais il y a une tempête et la coke est perdue au fond de l'eau. Microsoft commence à se demander ce qui lui arrive. Looking for projects, counting the losses. Il ne comprenait pas comment c'était possible de perdre autant de drogue. Il disait sur Anom qu'il devait être le pire criminel de tous les temps, que c'était la 3e fois qu'il perdait une cargaison et des choses comme ça. Microsoft se retrouve seul et criblé de dettes. Il se dit que s'il ne rembourse pas ses créanciers, il va finir par se prendre une balle. Et du coup, pendant cette période catastrophique, il va tout miser sur ce qui lui reste. La vente de téléphones chiffrés. Anom se répand dans de nouveaux pays, au Danemark, en Espagne et dans les Balkans. Pour le plus grand bonheur du FBI, le nombre d'utilisateurs est multiplié par 2. Et les téléphones séduisent des organisations criminelles plus puissantes, comme des cartels sud-américains. La répute du Serbe, il a infecté tous les criminels. Ouais, il a contaminé tout le monde, bro. C'est le coronavirus, à Skip, ça l'appelle maintenant. Les Américains constatent un changement de dimension dans les volumes de drogue partagés sur la plateforme. Jusque-là, ils s'étaient habitués à des contrebandes de dizaines, voire de centaines de kilos. Mais un jour, des informations tirées d'Anom suggèrent qu'un camion 18 roues transporte une très grosse cargaison sur les routes de la jungle équatorienne. La police locale arrête le véhicule et trouve à l'intérieur
181 cartons remplis de 8000 boîtes de thon. Jusque-là, rien d'anormal, l'Équateur est l'un des plus gros producteurs au monde. Mais lorsqu'ils ouvrent une boîte de conserve, ils trouvent un épais disque jaune et, à l'intérieur de ce disque, de la poudre blanche. Chaque boîte contenait 5 kilos de coke, d'une valeur de 70 millions d'euros. Putain. Les Américains pourraient se féliciter de cette prise record, mais en réalité, ils sont plutôt inquiets. Ce camion devait livrer la marchandise à un port brésilien pour qu'elle soit chargée dans un porte-conteneur, puis envoyée à Anvers. Cette fois, ils avaient intercepté le véhicule, mais pour un camion arrêté, combien d'autres passaient chaque jour ? Mais oui. Sur un homme, ils découvrent aussi qu'un conteneur rempli de 3000 boîtes de thon serait sur le point d'être débarqué à Anvers. Les douanes regardent à l'intérieur et ils trouvent 600 kilos de cocaïne. C'est une belle prise. Mais les trafiquants, ils sont pas dit à un moment donné, il faut les jeter ces téléphones. Venez, on bascule au bail SFR. Ils sont pas dit, c'est bizarre là. Il y a tout qui se fait péter comme ça d'un coup. Comment tout ça pouvait sortir du port sans attirer l'attention ? Comment arrivait-il à passer les contrôles ? Tout ça est très préoccupant. Les enquêteurs se demandent s'ils n'ont pas sous-estimé l'ampleur des flux qui se déversent sur l'Europe. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas capables d'en savoir plus. En fait, à ce stade, il n'y a que 2 ou 3 000 personnes qui utilisent Anom. Ça représente peut-être 1 ou 2% du marché des téléphones chiffrés. Donc, pas tant. Pour avoir une idée de ce qu'il se passe réellement, il faudrait que l'entreprise change d'échelle. Le problème, c'est que les téléphones Anom ont atteint une sorte de plafond en Europe. Ils se Incroyable. heurtent à la puissance d'un acteur ultra dominant qui s'appelle Sky. Sky, c'est le géant historique. Et du coup, tout le monde préfère lui faire confiance. Mais le FBI n'a pas encore abattu toutes ses cartes. Ils ont un plan pour faire d'Anom le seul et unique recours des criminels. Quelques mois plus tôt, les Européens avaient démantelé une autre plateforme du nom d'EncroChat. Et il y avait eu un effet rebond. Beaucoup de ces criminels avaient rejoint la messagerie du FBI. Or, il se trouve que la même chose pourrait se reproduire, car les Européens ont maintenant Sky dans le viseur. Les Américains et les Australiens avaient été mis au courant de l'opération sur Sky. Ils savaient que ça allait être absolument énorme. Donc il y a eu des réunions secrètes, des réunions entre le FBI et les Européens pour préparer la suite, voir si nous pouvions établir un plan. Comment pouvions-nous être prêts pour cette arrivée massive de criminels sur Anom ? Si Sky tombait, des milliers de trafiquants pourraient rejoindre Anom. Mieux, ils pourraient gagner un monopole. Incroyable. C'est Ouais, un ils sont trop séisme chauds. pour le crime organisé. T'imagines quand même comme ils arrivent à manipuler la pensée des gens, faire enlever une application pour qu'ils basculent sur une autre qu'ils ont créée eux-mêmes. Non, ils sont trop chauds. C'est eux qui ont créé cette application. Et tous les trafiquants, ils sont dedans. Policières françaises et néerlandaises ont annoncé le démantèlement d'un réseau mondial de communication cryptée appelé EncroChat. La communication cryptée dans laquelle les criminels pensaient être libres de parler en n'ayant rien à craindre a été interceptée de manière légale par les autorités françaises. Il y a quelques semaines encore, tout était chiffré. Aujourd'hui, ces échanges sur le réseau Sky ECC sont aux mains de la police et bien lisibles. Quand les revendeurs d'Anom apprennent la chute de Sky, ils se disent que c'est la chance de leur vie. Ils achètent des milliers de téléphones en avance et leurs équipes cassent les prix de 50% pour attirer un maximum de gens. Et de fait, c'est un tsunami. Anom comptait quelques milliers d'utilisateurs et cela a grimpé jusqu'à 12 000 utilisateurs. Ils sont juste tombés dans les bras des forces de l'ordre, les yeux grands ouverts. Anom bénéficie de ce que certains appellent une croissance en crosse de hockey. Les téléphones se répandent sur de nouveaux continents, en Amérique du Sud, en Russie et en Asie du Sud-Est. Le nombre d'utilisateurs est multiplié par 3, le volume de messages par 4. Mais du coup, les équipes du FBI sont débordées. Plus il y a de pays impliqués, plus le risque est grand à cause soit de la corruption ou simplement d'une fuite involontaire. Et dans ce cas, l'opération est terminée. Ils n'ont plus le choix. Ils doivent partager Anom à grande échelle. C'est risqué, mais il se trouve qu'en Europe, il existe une puissante agence rodée aux opérations de cette envergure. Europol. 16 pays étaient impliqués ici dans cette task force opérationnelle et ils ont tous envoyé leurs analystes.
Ils ont envoyé leurs détectives, leurs enquêteurs, directement ici, à Europol, pour collaborer tous ensemble et pour travailler sur ces données. Il y avait ces grandes salles d'opération où tout le monde se retrouvait. Nous les appelions les cellules des opérations conjointes. Vous aviez tous ces policiers de nationalités différentes qui se retrouvaient et qui travaillaient sur les données amassées grâce à Anom. De mon point de vue, ce sont vraiment les meilleures semaines pour un enquêteur parce que vous avez l'impression d'avoir une longueur d'avance. C'est comme si vous pouviez regarder par-dessus l'épaule des criminels à chaque instant, comme si vous étiez avec eux. Vous êtes témoin de tous les crimes qu'ils préparent et vous pouvez anticiper les actions à mener. C'est incroyable, les gars, quand même. Vous trouvez pas ça fou, vous? Et que dans tous ces trafiquants, 12 000, il y a personne qui s'est dit c'est bizarre. Wesh. Une incroyable sensation de contrôle pendant cette phase de l'opération. Les Européens ont du mal à réaliser ce qui se passe. Ils se retrouvent avec un outil d'espionnage inégalé. Mais il y a un contexte qui rend cette opération encore plus dingue. Ils ont déjà piraté 2 autres messageries criminelles, Sky et EncroChat. Et donc, en combinant les données des 3 opérations, ils se retrouvent avec plus de renseignements que jamais. Avec tout ça, ils vont pouvoir analyser les rouages secrets du crime organisé. Pendant des années, la police a été quasiment aveugle sur les phénomènes les plus importants du trafic international de stupéfiants. Pour un enquêteur stup qui a accès à cette donnée décryptée, il faut comprendre que c'est un choc. Parce qu'à nouveau, on recouvre la vue. L'accès aux données échangées sur une plateforme telle que Sky, parce que c'est de la donnée très précise, très pointue, de très haut niveau, échangée par des individus qui sont les organisateurs au niveau mondial. Incroyable, les gars. Vraiment, je suis choqué. Des échanges de produits stupéfiants. C'est le loup dans la bergerie, là, les gars. Le loup dans la bergerie, stre. Ils sont persuadés qu'ils peuvent échanger de manière totalement libre et confidentielle ces données, les conduit à être totalement transparents sur à la fois leurs ambitions, leurs moyens, leurs solutions, leurs projets. Donc pour l'enquêteur qui se trouve derrière son ordinateur et qui a à nouveau accès à ces données-là, dont il a été privé pendant des années et des années, c'est un choc de transparence. C'est l'équivalent d'un jour à l'autre, d'un éclair qui va venir fendre le ciel et qui va écarter tous les nuages et qui d'un coup va vous laisser passer la lumière. Ouais, Lofas, n'oubliez pas qu'il y a 2 de vos agents qui ont été mis en examen pour la disparition de 390 kilos de cocaïne à Marseille. Hein. Parce que vous aimez bien rappeler quand les minots ils font des conneries. Moi, j'aime bien le rappeler quand vous faites des conneries, Lofas. Hein. Ils sont passés où les 390 kilos de cocaïne qu'on a perdu à Marseille? Ils sont où, Lofas? Je paye des impôts, moi. Vous devez me rendre des comptes. Je veux savoir, là. C'est une révolution dans la capacité à voir toutes les composantes, toutes les dominantes de ce trafic de très grande échelle. Avec ce genre d'opération, vous savez exactement qui sont les réseaux là-dedans, qui sont les chefs, qui sont les facilitateurs, comment coopèrent-ils, comment se connaissent-ils. Cela vous donne donc cet avantage inédit pour lutter contre le crime organisé. Cela vous donne une vision incroyable de ce paysage criminel. Et si vous demandez, ok, qu'est-ce qu'on a découvert de ce crime organisé ? Eh bien, nous avons vu l'ampleur, nous avons vu l'immensité du trafic de drogue. Oui. En Amérique du Sud, les cartels, ils ont fait péter grave des artistes de fou en reggaeton. Ils ont investi à mort sur des artistes, tu vois, reggaeton, je vais pas dire leur nom. Ils ont acheté des streams à foison, des vues, machin, nanani. Ils en ont fait des méga stars. Tout l'argent de la mâche, elle se faisait blanchir par la musique. Incroyable. Au moment des faits, il y a en vrai, ça existe depuis longtemps. Hein. Mais pas par les streams. streams avant, c'était pas par les Il y streams. avait des bonnes raisons pour ça. Si la police découvre une nouvelle technique de contrebande et qu'elle communique dessus tout de suite, la première chose que vont faire les criminels, c'est qu'ils vont s'adapter. Et le renseignement devient obsolète. Donc, par défaut, on dit rien. Mais 3 ans plus tard, on a pu recouper un certain nombre d'informations. On a regardé les notes d'analyse de l'Agence de l'Union européenne sur les drogues, les conférences de presse liées aux 3 opérations et l'enquête du Sénat sur le narcotrafic. Et ce qu'on y découvre est hallucinant. Ouais, je pense, mais je pense qu'ils ont dû le faire. EncroChat et SkyCC Par héros. Cela a révélé tout un pan du trafic de stupéfiants, tout un pan de la criminalité organisée en Europe qu'on ne soupçonnait pas, ou en tout cas pas dans cette intensité-là. Ça a donné une cartographie de la criminalité organisée européenne qu'on n'imaginait pas. D'abord, il y a la corruption dans les ports.
Ce qu'on sait depuis longtemps, c'est que le port d'Anvers est la plus grosse porte d'entrée de la cocaïne en Europe. Pour y faire passer la drogue, les trafiquants utilisent une technique qu'on appelle le rip-off. Ils identifient un conteneur à destination d'Anvers, ils cachent la poudre dedans et à l'arrivée, ils l'extraient discrètement. Sur le papier, ça a l'air simple, mais en fait, il y a pas mal d'obstacles à surmonter pour que ça marche. D'abord, lorsque le conteneur est débarqué à Anvers, il a de fortes chances d'être inaccessible. Il peut être empilé à 20 mètres au-dessus du sol ou entouré d'autres conteneurs qui en condamnent l'ouverture. Pour lever cette incertitude, on doit donc trouver des complicités. On doit payer un grutier pour qu'il déplace la caisse au bon endroit. Ensuite, il faut pouvoir extraire sa marchandise sans être inquiété. Or, autour du conteneur, il y a des gens qui travaillent. Donc, il faut aussi identifier les dockers qui seront présents et acheter leur silence. Et finalement, il y a les douanes. Ils prennent des conteneurs au hasard et ils les passent au détecteur laser. Au bout du compte, ça fait un bon paquet de monde à acheter. Un paquet de professionnels qui sont en plus briefés pour résister aux compromissions. Du coup, on pourrait se demander comment c'est possible. Comment les trafiquants réussissent leur coup. Et bien en fait, grâce aux messageries criminelles, on a découvert qu'Anvers était un port gangréné par la corruption. Les enquêteurs se sont aperçus qu'il y avait des clusters de téléphones chiffrés sur les quais. Tous ces téléphones étaient en fait utilisés par des travailleurs du port pour magouiller avec les trafiquants. Dans leurs messages, ils partagent des détails sur les exfiltrations et des photos de sacs de cash. Mais la corruption ne s'arrêtait pas aux travailleurs du port. Moi, je les comprends, hein, les travailleurs qui galèrent. En vrai de vrai, ils font rien de spécial, hein, et ils se défauchent. Hein. Après, au pire des cas, ils disent, tu sais ce qu'il faut dire, au pire des cas, tu dis, ils m'ont menacé, j'avais pas le choix. C'était soit je le faisais. Elle touchait aussi tout un tas de professionnels autour d'Anvers. Il y avait des agents des douanes, des policiers, des avocats, des fonctionnaires des impôts, des agents de prison, des greffiers de justice. En fait, Anvers était devenu un gruyère où la drogue passait sans difficulté. Une autre découverte des forces de l'ordre, c'est l'inventivité des criminels. Sur les quais d'Anvers, certains estimaient qu'on arrivait à intercepter 10 à 15% des flux de drogue. Si on saisissait 100 tonnes, ça voulait peut-être dire qu'il y avait 700 tonnes en circulation. Mais ce qu'on ne voyait pas forcément, c'est toute la drogue qui passait autour, par d'autres techniques de contrebande. Par exemple, certains trafiquants payaient des tankers pour larguer de la coke au large des côtes, à un point GPS précis, et ensuite ils envoyaient un bateau de pêche pour la récupérer. Ou encore, ils encapsulaient la coke dans des cylindres qu'ils fixaient à la coque des bateaux immergés sous l'eau. Et personne ne pensait à plonger pour regarder. C'était brillant. Des techniques comme ça, il y en avait plein. Mais il y en a une qui inquiétait particulièrement les autorités. Ils ont découvert que des cartels avaient délocalisé en Europe des laboratoires de raffinage. En gros, la production de cocaïne suit un circuit classique. Tout part d'une plante qui s'appelle la coca et qui est cultivée dans des plantations en Colombie ou encore au Pérou ou en Bolivie. Les cartels envoient ensuite les feuilles de coca dans des laboratoires à proximité où elles sont écrasées et mélangées à des produits chimiques. Ça donne un produit intermédiaire qu'on appelle la base de coca. Finalement, on ajoute d'autres produits chimiques qu'on appelle des précurseurs. Et pense au fait qu'après tout ça, il y a des gens qui se la mettent dans le cul. Hein. Je te l'ai amené en France. Et il y en a qui arrivent à s'envoyer ça dans le nez. Non, vous êtes des fous. Généralement, ils mangent pas un bonbon qui est tombé par terre. Mais tu arrives à te mettre ça dans le nez. Ça donne la fameuse poudre blanche. Et c'est cette poudre blanche que les douaniers peuvent trouver dans les conteneurs. Mais la police a découvert une filière modifiée. Les cartels n'exportaient plus le produit fini, mais la base de coca. Pourquoi ils feraient ça ? Parce qu'en fait, ils avaient réalisé que c'était beaucoup plus facile à cacher. Leurs chimistes pouvaient dissoudre la base de coca dans des matériaux insoupçonnables, comme du charbon de bois, du plastique, Incroyable. ou dans des bidons de jus de fruits. Après ça, la drogue était indétectable au rayon X. Cependant, ça rajoutait une contrainte à l'arrivée. Une fois en Europe, la base de coca devait encore être transformée. En Colombie, les cartels, ils avaient tout ce qu'il faut pour faire ça. Ils avaient des milliers de laboratoires, des chimistes et des fournisseurs de précurseurs. En Europe, ils n'avaient rien.
Du coup, les Colombiens et des Mexicains sont allés voir des organisations aux Pays-Bas et en Espagne et ils leur ont proposé de construire des labos ensemble. D'un côté, ils apporteraient leurs plans de labo et leurs chimistes, et de l'autre, les Hollandais et les Espagnols se chargeraient des précurseurs et de la gestion courante. Et donc, des centaines de laboratoires de raffinage sont apparus autour des grands ports. Entre 2019 et 2021, les polices européennes ont démantelé au moins 11 labos en Espagne et 45 aux Pays-Bas. Nous avons eu un aperçu très précis de la position qu'occupait l'Europe dans le trafic de drogue. Et cette position était malheureusement centrale. Personne Ouais, le n'avait match. pris la mesure de ce qui se passait. Bien sûr. Bon, Le après. marché américain étant saturé, Mais pas ici, les mon cartels sang. mexicains et colombiens avaient ciblé l'Europe. Ils étaient en train de faire de notre continent le premier marché mondial de cocaïne. L'Europe n'était plus un simple marché de consommation. C'était devenu une terre de production et d'exportation. Et pour les enquêteurs, c'était un choc. Comment le trafic de drogue a pu autant progresser ? Eh bien, visiblement, les organisations criminelles ont adopté de nouvelles logiques de fonctionnement qui les rendent beaucoup plus performantes. Ce sont vraiment des dossiers qui nous ont bousculés, parce que la vision que nous avions de ces trafics était peut-être ne correspondait peut-être pas à la réalité telle qu'elle existait depuis longtemps déjà. Jusqu'ici, la vision dominante, c'était celle de groupes concurrents qui travaillaient chacun de son côté, chacun sur son territoire. Bien sûr, ces groupes pouvaient tisser des relations commerciales, mais on s'imaginait que globalement, chacun cherchait à protéger sa place dans la chaîne de valeur. Mais ce qu'on a découvert, c'est que cette vision ne correspondait plus du tout à la réalité. On a notamment découvert que des organisations criminelles ne fonctionnaient pas de manière étanche, mais au contraire s'associaient, mélanger leurs solutions. Des organisations criminelles dont on imaginait jusque-là qu'elles étaient susceptibles de se faire la guerre, en réalité s'associaient et partageaient les moyens dont elles disposaient. Les organisations criminelles ont réalisé Royal qu'en Arsenal. mettant en commun des douaniers Ah corrompus, des containers ou des itinéraires de contrebande, elles pouvaient s'étendre à moindre coût et multiplier les projets. Du coup, les syndicats du crime se sont mis à multiplier les connexions, au point que, d'après le prédécesseur d'Andy Krag, ça n'avait plus de sens de parler de groupe criminel. Il fallait désormais parler de réseau. Tous ces réseaux sont extrêmement agiles, extrêmement résilients. Ils s'adaptent. Ce n'est pas comme s'il y avait une vraie hiérarchie avec un seul chef. Ce sont des réseaux qui travaillent de manière opportuniste ensemble et qui font constamment affaire les uns avec les autres. Désormais, chaque étape fait intervenir une myriade de sous-traitants hyper spécialisés. Il y a des logisticiens, des transporteurs, des passeurs, des spécialistes en extraction, des distributeurs, des grossistes. Les filières semblent s'être transformées en des fourmilières, capables de se reconstituer au gré des opportunités, plus résilientes que jamais. En combinant tous ces éléments, les polices européennes tirent une conclusion inquiétante. Elles avaient largement sous-estimé l'ampleur du trafic de drogue. En 2016, Europol évaluait le produit criminel, brother. c'est les bénéfices dégagés par le crime, à 110 milliards d'euros. En réalité, il faisait probablement 3 fois plus de profit. Dit comme ça paraît assez abstrait. Mais il faut se dire que le trafic de drogue n'est pas une activité criminelle comme les autres. C'est un carburant qui alimente tout le reste de la criminalité. Si vous regardez cela, si vous regardez les plateformes de communication cryptées, quel est le principal moteur ? C'est le trafic de drogue et tous les crimes qui y sont liés. Et qu'est-ce qui est lié ? C'est le blanchiment d'argent, c'est l'intimidation, c'est la corruption, ce sont les assassinats. La drogue, c'est des millions de morts chaque année, soit par des substances, par les règlements de compte, par l'exploitation des femmes et des hommes. Et de fait, les messageries chiffrées révèlent une violence exacerbée. Sur EncroChat, Sky et Anom, les criminels s'échangeaient constamment des images de gens enlevés, torturés ou égorgés. Le trafic de stupes engendre la violence. Mais là, c'est des barbares. Les Français se prennent pas en photo, mais les Hollandais, les Italiens, les Serbes, eux, ils se prennent en photo. Genre une fois, ils avaient découpé la tête d'un mec et ils se sont pris en photo à côté. En fait, pour arriver à ce niveau-là, pour être au sommet... Ah, ça y est, on y est en plein dedans, nous. C'est tous des psychopathes.
Et donc la violence, ils ne l'aperçoivent pas comme nous. C'est un attribut du pouvoir. Et quelque part, quand ils n'en ont même pas besoin, ils en font la démonstration quand même, parce que ça participe à une espèce de légende qui les motive en fait, qui est leur moteur. Au sommet de la barbarie, il y avait la Mocro-Mafia. Implantés aux Pays-Bas et en Belgique, ils contrôlaient une bonne partie de l'importation de cocaïne et leurs conversations ont révélé un secret. Ils avaient un repère caché à 30 km d'Anvers. Dans un entrepôt, on a découvert 6 cellules avec des paires de menottes. Chaque chambre était recouverte d'aluminium pour que les prisonniers ne puissent pas être détectés par caméra thermique. Dans une 7e cellule, on a trouvé une chaise de dentiste avec des scalpels et des marteaux. Salle de torture. Et la France dans tout ça ? Parmi les utilisateurs de Sky, il y avait au moins 2500 Français et la teneur de leur conversation confirme que la France n'est pas épargnée. D'habitude, pour évaluer le volume de trafic de drogue, on prend les saisies de drogue de l'année et on fait une extrapolation statistique. Mais quand les enquêteurs ont scruté les conversations sur Sky, ils ont découvert une autre réalité. De manière très concrète, tangible, factuelle, on a eu des échanges avec des volumes qui ne sont pas parus effarants au regard de ce qu'on pouvait connaître jusque-là. Mais Sky réserve aux forces de l'ordre une surprise. Des fois, je comprends pas. J'ai l'impression que nous, dehors, même vous, là, dans le chat, on est plus au courant que la police. C'est B. Comment ça, effarant? On le sait que c'est TB. Depuis toujours. Peut-être ils aiment bien scénariser leur manière de parler. Jusqu'à présent, on avait une hauteur de vue du trafic qui était à hauteur de tonton, pardonnez-moi l'expression, c'est-à-dire d'aviseur, d'informateur. Parce que l'informateur, il connaît son N+1, voire son N+2. Mais ouais, je crois que tu as raison, on s'est brother. aperçu qu'il y avait un échelon supérieur qui était plutôt basé à l'étranger. On n'imaginait pas qu'autant d'individus étaient susceptibles de se trouver très haut dans la hiérarchie du trafic de stupéfiants international. Personne, dans les services de pointe de lutte contre les trafics et la criminalité organisée, n'avait imaginé que certains individus avaient pu arriver si haut, sans que quiconque ait pu les voir arriver là. À l'aide des messageries chiffrées, les enquêteurs ont pu localiser une trentaine de hauts trafiquants à l'étranger. Certains sont au Maroc, d'autres en Espagne ou aux États-Unis, mais visiblement, la plupart se retrouvent au même endroit, à Dubaï. Là-bas, les enquêteurs retrouvent des cibles recherchées depuis des années, comme Moufid Bouchibi, le plus gros trafiquant français en cavale depuis 9 ans. Et s'il se trouve à Dubaï, c'est que la cité-État cumule des avantages uniques. D'abord... Et vous, ils t'ont envoyé un procureur maintenant à Dubaï. Il y a un procureur là-bas sur place. Je crois que même les trafiquants et tout, ils ont compris que Dubaï, il fallait plus mettre le pied. Il y en a plein qui se sont fait arrêter, hein, qui se sont fait lever ici. Moi, si j'étais wanted, je partirais au Vietnam, je crois. Tu vois, au Vietnam, perdu dans la forêt. Je serais resté là-bas, Vietnam, perdu. Non, les gars, si demain vous devez aller en cavale, vous allez où? Genre, on dit pas l'Algérie, parce que l'Algérie, on sait qu'on peut y rester et tout. Mais genre un pays où on se dit, on peut pas nous retrouver, on peut continuer à avoir quand même une vie paisible, enfin tranquille, et que c'est pas dangereux, quoi. C'est pas Vietnam, non? Russie, ouais, nickel. Brésil, franchement, très très bonne idée. Mais Brésil, faut que tu restes dans la favela, par contre. Hein. Parce qu'au Brésil, la police, elle rentre pas dans la favela. En vrai, tu restes à la Rocinha, tu es tranquille, frérot. Tu es tranquille, mais si tu sors un pied dehors, tu es foutu, frère, ils vont venir te péter. Mais si tu restes que dans la Rocinha, dis-toi, il y a des gars qui viennent te chercher, incroyable. Il y a trop d'armes. Trop, on y était il y a 2 mois. Mais je crois que moi, je dirais Brésil, bro. Très bonne idée. Bon, un jour, si je suis recherché, vous venez me voir, je serai à la Rocinha. Brésil, t'es pas extradable si t'es un enfant brésilien. Ah ben voilà, ben ça va 9 mois. Tu as 9 mois. À la Rocinha, 01, 02, là, les patrons, ils sont recherchés, ils restent là-bas. Ils vont au sport, ils vont à droite, à gauche. Ils viennent pas te chercher dedans. Non, vrai, de ce que j'ai vu, j'ai été en Colombie, j'ai été au Mexique. J'ai été au Brésil. Je crois là où tu es intouchable, c'est au Brésil, frérot. Tu prends une maison là, tout en haut, là-haut, dans la favela. La police, ils ont pas le droit de rentrer. En fait, dès qu'il y a la police qui rentre, il y a fusillade.